Eh ben, bienvenue dans ce webinaire consacré au lobby dans le secteur du vélo. J'ai la chance de pardon, je coupe deux caméras, d'avoir deux invités avec moi, Florence et Thibaut. Juste en introduction, j'aimerais d'abord les remercier. C'est vraiment sympa de vous être rendu disponible. C'est un sujet, j'avais l'intuition que ça pouvait intéresser beaucoup de monde et apparemment c'est le cas puisque vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui et nombreux à être inscrits. Les webinaires que j'organise se passent en deux temps. Le premier, c'est vraiment un échange qu'on va avoir tous les trois et j'ai des questions à vous poser, des questions qui m'ont été remontées par les personnes qui se sont inscrites. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec les personnes présentes dans le chat, qu'elles n'hésitent pas à poser leurs questions au fil de l'eau et je me ferai leur porte-parole, leur porte-voix pour échanger avec vous et récolter vos réponses. Je vais demander à ceux qui sont du coup pas, voilà, de fermer leur caméra et leur micro, merci. Et par ailleurs, promis, ça ne va pas durer plus d'une heure. Voilà, vous serez libérés dans une heure. La première question que j'ai envie de poser, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez partager votre parcours tous les deux en quelques minutes? Je propose peut-être, Florence, de commencer, si tu es d'accord. Bien sûr, bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Florence Gall, j'ai 42 ans. Je suis urbaniste de métier et de cœur. Et j'ai commencé à travailler, donc après des études plutôt Sciences Po en urbain et en aménagement, à travailler dans l'aménagement à Paris, notamment sur Vélib dès le début. Donc j'ai oublié de dire que je suis strasbourgeoise. Donc je fais du vélo depuis toujours. Sinon, à la suite de cela, j'ai commencé à travailler avec les élus, donc toujours sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ce qui m'a amené par la suite à faire le choix de faire un peu plus de politique et donc de m'impliquer en politique. Et du coup, je travaille à l'Assemblée nationale aujourd'hui auprès d'un député qui s'appelle Guillaume Gouffier-Cha, qui est très actif sur les questions de vélo, mais pas seulement, puisqu'il il a d'autres casquettes. Il est à la commission des lois, il a été rapporteur des retraites, il a été très impliqué sur la crise sanitaire et également sur le droit des femmes. Voilà. Mais le vélo est une de ses casquettes et c'est vraiment aussi, du coup, sur ce sujet que je l'accompagne au quotidien. À mon tour. Je prends la parole donc. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Donc Thibaut Quéré, donc je suis responsable du plaidoyer de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, fédération associative qui anime un réseau de 470 associations et antennes d'associations partout en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Je suis à la FUB depuis 1 an et quelques mois, initialement recruté sur une mission qui consistait à animer le baromètre des villes cyclables, que certaines ou certains d'entre vous connaissent sûrement par ici, la grande consultation menée par la FUB avec donc une dimension double qui était d'animer ce projet et puis aussi de développer une compétence interne salariée sur les questions de plaidoyer. Donc depuis, on a une équipe qui est un peu grossie ici sur le plaidoyer avec une salariée et 3 personnes en stage qui m'accompagnent sur nos différents sujets de développement d'expertise sur les questions vélo et d'animation de nos projets, nos campagnes, nos mobilisations internes. J'ai un parcours, moi, qui n'a à peu près rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisque je suis diplômé en finance d'entreprise de Sciences Po. J'ai fait plutôt des stages, beaucoup de stages. J'ai été un serial stagiaire pendant toutes mes études, plutôt dans le milieu de l'entreprise sur des activités de direction de stratégie, direction générale, développement économique, gestion financière. Et j'ai un peu légèrement trempé sur la question des mobilités en fin d'études en faisant un stage à l'époque auprès des conseillers transport et environnement au cabinet du Premier ministre. C'est à cette époque-là où j'ai commencé à travailler sur les questions de transport. J'ai eu un premier emploi qui était plutôt dans les questions de transport aérien, parce que je travaillais pour un gestionnaire privé d'aéroport. Et puis après, je suis arrivé par cheminement personnel, engagement associatif, personnel sur les questions de plaidoyer vers la FUB il y a 1 an et demi. Ok, merci pour ce portrait complet. La première question, je vais te la poser à toi, Thibaut, parce que tu as utilisé plusieurs termes là, que je trouve intéressants avant d'attaquer dans le vif du sujet, même si c'est probablement la question centrale. C'est quoi le lobby? C'est quoi le plaidoyer? Est-ce que toi, tu fais une différence entre les deux?
Alors, ouais, sur cette question de lobby, de plaidoyer, ça dépend en fait un peu comment on entend le terme. Souvent, par lobbying, on entend surtout et avant tout l'activité de relation en fait auprès des décideurs. Donc, vraiment l'activité de lobbying plutôt institutionnelle, puisqu'on peut généralement de 3-4 actions qui sont celles de construire des positionnements. Donc, on fait des notes de position, on instruit un sujet. On le porte. Ensuite, on crée en nous des relations régulières avec voilà, tout un réseau qu'on cartographie de personnes au sein de l'administration, donc plutôt des profils techniques, au sein des organes plus politiques, des élus, des cabinets, voire des ministres. Et puis, donc, voilà, on fait un peu notre trou là-dedans. Et puis après, la phase plutôt de négociation sur des points de droit, des points de loi, des points de financiers ou autres. Et donc, voilà, par lobbying, on entend souvent cette partie relation décideur. Et puis, par lobbying, on entend, c'est vrai, plutôt le lobbying d'intérêt privé, donc plutôt porté souvent par des fédérations professionnelles de type Union des métiers, Union des métiers de l'hôtellerie, par exemple, qui va faire son lobbying propre, plutôt dans une logique de défendre les intérêts propres des structures adhérentes à la fédération, dans une logique de maximisation généralement des retombées économiques pour cette fédération. Le plaidoyer, pour moi, j'envisage vraiment sur une conception, là, pour le coup, qui est un peu plus large, qui déjà s'appuie évidemment sur une logique non lucrative, et donc avec cette idée d'être plutôt une voix citoyenne constituée, fédérée, qui part des besoins terrain, des besoins citoyens. Donc nous, évidemment, en tant que fédération, on part des besoins que nous remontent nos associations, qui se sont constituées au sein d'une fédération pour porter la voix au niveau national. Donc, on part de ça. Une logique évidemment non lucrative, une logique d'action qui généralement porte dans ses valeurs les principes de démocratie, de transparence. La transparence étant quelque chose d'assez important, donc on communique sur ce qu'on fait, on communique auprès de nos adhérents, puis on communique aussi vers l'externe. On n'est vraiment pas dans une dynamique sombre, voilà, on fait des choses totalement dans le dos. Il n'empêche qu'on ne communique pas sur tout, évidemment, parce qu'on essaie de créer des rapports de force, mais il y a vraiment cette logique au cœur. Et puis après, la relation décideur, ce lobbying institutionnel n'est qu'une partie de la stratégie. Pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est en amont de développer l'expertise et de conduire des recherches. C'est vraiment ça qui permet de donner de la légitimité, d'apporter des chiffres qui sont réels dans le débat public, de ne jamais évidemment les piper, de ne jamais financer des études qui iraient forcément dans notre sens et qui seraient totalement déconnectées de la réalité. L'idée, c'est d'apporter du chiffre, de la matière, et puis d'améliorer du coup la compréhension des enjeux et de pouvoir porter des positions et des argumentaires qui soient réellement, qui soient réels et qui partent de la situation telle qu'elle est. Et puis après, on a aussi tout ce travail de mobilisation, d'accompagnement sur des campagnes digitales ou physiques pour nos associations locales. Donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante, qui est vraiment la dimension de terrain et du vrai travail que font les associations qui sont un peu le cœur battant de nous, notre fédération. Mais en général, les groupes locaux d'une ONG, c'est pareil. Et donc, il y a vraiment cette logique de mobilisation citoyenne aussi qui est extrêmement importante. Et puis après, un autre volet qui est tout celui du travail communicationnel et de la relation avec les médias. Donc, comment on réussit à créer le rapport de force et faire émerger les sujets dans le débat public. Ce n'est pas évident parce qu'en face, on a des lobbies qui sont très constitués et qui n'ont pas forcément envie qu'on mette en avant tous les problèmes du système automobile notamment. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire en agençant un peu ces 4 briques, la partie expertise, la partie mobilisation citoyenne, la partie relations médias, et puis après, le Graal étant à la fin la relation décideur et le lobbying. Quand on arrive à la table de négociation, comment on construit les positions. C'est une parfaite transition, Thibaut, et merci pour le panorama. Je vais la poser à Florence. Florence, toi, avec ta casquette aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quelle est ta perception de ce qu'est le lobby? Est-ce que c'est très différent du plaidoyer? Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est différent quand il y a des représentants d'une industrie ou d'une économie, ou si c'est des représentants d'une association ou d'une communauté de citoyens? Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté de lobby en dehors du vélo. Et je pense que le vélo, vraiment, j'aimerais bien faire un zoom sur le vélo. Le vélo, c'est très particulier parce que je pense que dans le domaine sur le vélo, le plaidoyer et le lobby sont quand même très, très, très proches au sens où on pousse tous dans le même sens et que là, on est plus à défendre l'intérêt général. Toutes les structures que je connais, et elles sont nombreuses à porter les sujets vélo, elles poussent vraiment tous dans le même sens. Et ça, je pense que c'est quand même assez important à noter. Donc, pour moi, là, il y a un peu fusion entre plaidoyer et lobby, là, sachant que moi, je suis de l'autre côté. On fait également du lobby à l'Assemblée nationale pour les sujets vélo.
Mais le gros du travail, il se passe du côté de la FUB, de toutes les autres associations de vélo, notamment des collectivités comme Vélo et Territoire, comme le Club des villes et territoires cyclables et marchables, même l'USC, même toutes les autres structures qui existent sur le domaine du vélo. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu une fusion des deux sur la question vélo. Et après, ça ne veut pas dire que du côté de l'Assemblée nationale, en termes de lobby, il y a également un lobby du vélo pour faire avancer les sujets vélo au cœur de l'Assemblée nationale. Parce que bon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous, je suis du côté de la majorité présidentielle. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt du côté des décideurs. Mais même en son sein, donc le député pour lequel je travaille, je ne l'ai pas précisé, il est coprésident du club des élus nationaux, autrement dit des parlementaires pour le vélo. C'est une structure qui fait aussi un peu d'une certaine manière du lobby pour les sujets vélo, pour que le vélo soit dans tous les textes de loi où cela est possible. Tout cela se faisant en partenariat complètement étroit, on va dire, avec toutes les associations que j'ai citées tout à l'heure, notamment la FUB, bien entendu, on se connaît bien avec Thibaut, on n'est pas... et avec toutes les autres structures qui travaillent sur le plaidoyer vélo. Ok. La promesse de ce webinaire, c'est de rentrer dans les coulisses. Donc, on ne va pas aller plus loin sur la partie théorique, mais je pensais que c'était utile quand même d'échanger, d'avoir votre point de vue là-dessus. Florence, la question qu'on m'a le plus posée, c'est qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche dans le lobby vélo? Il faudrait d'abord parler de ce qui ne fonctionne pas, côté Assemblée nationale. Juste de mon côté, parce que je ne vais pas... il y a d'autres endroits de décision et tout ça, mais il y a un truc qui ne marche pas, que font beaucoup les lobbyistes du vélo. Ouais. C'est les mails répétitifs à tous les députés, ou même à votre député. Donc, en fait, il se trouve qu'on ne se rend pas forcément compte, mais les députés, ils ont tous une adresse classique, et ils reçoivent tous entre 300 et 600, voire 1000 mails, ça dépend des périodes, par jour, dont un certain nombre sont des copier-coller en fonction des sujets d'actualité. Voyez. Alors, ceux de la FUB sont encore, ou des associations de vélo sont encore les mieux faits, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est souvent quand même particulièrement répétitif. Et je pense que si vous voulez sensibiliser vos députés, vos élus à avancer sur le vélo, le mieux c'est de les voir, c'est de les rencontrer et de les mettre sur un vélo, d'aller les chercher, de trouver un moyen, un événement ou un truc pour vraiment leur faire parler de vélo, leur montrer tout l'intérêt pour leur territoire et tout ça, et montrer que vous êtes présents, montrer que vous existez, que vous avez un rôle et de la force et que vous êtes nombreux. Et du coup, les inciter après sur les sujets d'actualité, de leur dire que pour vous, c'est important que ce soit vu, qu'ils signent les amendements vélo, qu'ils adhèrent, qu'ils poussent les questions vélo, et qu'ils soient là également dans l'hémicycle. Donc, il y a plusieurs choses. Les mettre sur un des vélos, parce qu'on a besoin de politique à vélo, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Deuxièmement, les alerter que vous suivez ce qu'ils font sur le vélo, que vous avez envie qu'ils s'impliquent sur le vélo et qu'il y a des choses pour le faire. Donc, il y a un club des élus nationaux pour le vélo qui permet de recenser, de se fédérer tout le monde et de déposer des amendements tous ensemble. Je précise que c'est un club transpartisan qui est très, très attaché au côté transpartisan de la chose, et le vélo est transpartisan, de plus en plus, et c'est tant mieux. Voilà. Troisième point, plutôt leur indiquer quand il faut être dans l'hémicycle pour que les amendements, ils avancent, parce qu'ils peuvent bien les co-signer, mais après, il faut aussi être là pour les voter. Moi, j'ai eu des retours de députés qui avaient loupé la co-signature ou le vote de l'amendement, qui étaient dit merde, on va me taper sur les doigts localement. Ça marche vachement bien. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Donc, ça, je trouve ça plus dynamique. Ça prend du temps. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut être en association, il faut être visible, il faut faire le lien avec les élus. Mais les députés, normalement, ils sont censés pouvoir recevoir tout le monde, et notamment les associations locales impliquées sur des sujets d'intérêt généraux et sur des sujets d'actualité comme le vélo aujourd'hui. Ok, donc du coup Thibaut, est-ce que tu es un expert d'emailing? Je suis expert marketing pro du spamming de députés. Non, c'est vrai qu'on fonctionne pas des masses comme ça côté FUB et côté réseau d'associations vélo. Alors, il arrive quand même qu'on se mobilise. En fait, il y a quand même différentes choses. En fait, dans les stratégies qui existent associatives militantes en général, la stratégie un peu entre le spamming, ou en tout cas de la sorte de blitzkrieg auprès des parlementaires
peut exister et peut avoir un vrai intérêt. Elle n'est pas forcément que mail, elle est souvent doublée d'une action sur les réseaux sociaux. Par exemple, on s'est mobilisé assez fortement quand il y a eu une proposition de loi au Sénat sur l'obligation du port du casque, qui est une ligne rouge de notre fédération historiquement, et sur laquelle on a à la fois fait un travail très institutionnel de production de notes, d'argumentaires qu'on a largement diffusé, on a été auditionné, on en a parlé avec les porteurs de la proposition de loi, etc., etc. Et puis à côté, le moment étant venu, la proposition passant le stade de la commission, bien que l'avis soit négatif, là, on demande à nos militants, quand on voit qu'il faut créer un rapport de force, aussi de rappeler qu'il y a des citoyens, électeurs parfois, en tout cas usagers et habitants de leur territoire, qui souhaitent se mobiliser contre une proposition. Et donc là, on met en place ce genre d'actions qui sont assez classiques en fait, de toute forme de militantisme. Le mailing est pour le coup quelque chose qui est un peu plus à manier avec précaution, parce qu'en effet, déjà la cible en face est quand même assez prise et donc fait énormément de filtres, et c'est bien normal, puisque le travail d'un collaborateur ou d'une collaboratrice parlementaire, c'est pas que de traiter des mails, c'est aussi d'avoir le temps de réfléchir, proposer des choses. Donc, il y a un filtre fort qui est fait. Et donc, nous, on privilégie, enfin, nos associations, quand on était notamment sur la loi climat, le coportage de rendez-vous de plaidoyer, associations locales, députés, pour à la fois donner la capacité à nos associations de se sentir assez fortes et en confiance pour porter un propos de plaidoyer, apporter un éclairage aussi sur la situation locale et pourquoi, en tant que député de telle ou telle circonscription, il est important de se mobiliser en faveur du vélo. Et puis nous aussi, côté national, de pouvoir diffuser nos messages de plaidoyer, les amendements qu'on a proposés, portés, les idées qu'on a, pour avoir ce double discours qui nous paraît être intéressant. C'est ce que notamment on va beaucoup porter pendant la campagne Parlons Vélo sur les législatives, avec les associations et militants qui seront disponibles pour le faire, mais c'est d'aller coporter des rendez-vous de plaidoyer localement ou digital, pour vraiment essayer de construire une majorité à l'Assemblée qui soit la plus pro-vélo possible et qui adhère au maximum aussi au club des élus nationaux pour le vélo, pour ensuite créer ces effets d'entraînement, d'amendements qui sont co-signés, co-portés de manière hyper transpartisane et qui donnent vraiment une force derrière dans le rapport de force qu'il faut entretenir. Il y a l'Assemblée, puis après il y a le rapport de force au-dessus par rapport au ministère. Le ministère il y a des ministères qui nous soutiennent, souvent le ministère de la Transition écologique est sensible à la question, mais c'est un ministère dit dépensier. S'il y a une dépense qui est en face, que va dire Bercy, que va dire l'Intérieur, que va dire le MCT, le ministère de la Cohésion des Territoires. Il y a toujours cette cartographie à faire, donc on pourra en parler après, des rapports de force, et donc d'avoir des groupes de députés larges, transpartisans, qui portent un même amendement. Ça permet aussi de créer du rapport de force par rapport au gouvernement, et donc essayer d'avoir un avis positif derrière qui permette un vote majoritaire à l'Assemblée. Merci. Florence, j'ai deux questions pour toi. Je ne sais pas si après tu veux évoquer aussi ta casquette d'élu local, mais tu as grandement participé au rapport sur la filière économique du vélo en France. Tu as rencontré beaucoup d'acteurs économiques et du coup, peut-être qui sont différents des enjeux que porte la FUB aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu leur recommandes à ces acteurs d'aller se fédérer, d'aller chercher de l'aide auprès de fédérations d'entreprises ou d'industries, ou d'aller créer la leur si elle n'existe pas? Enfin, quel conseil pour du coup réussir à faire ce que vient très bien d'écrire Thibaut, créer cette relation de confiance avec des groupes de décideurs? Donc effectivement, donc le député Guillaume Gouffiéchat a produit un rapport sur la filière économique du vélo en France, et j'ai très très largement contribué, on va dire, à ce rapport. Là, la question, c'est quand même un peu compliqué d'y répondre, parce qu'il y a des enjeux très, très variés sur cette question de la filière économique du vélo. Le premier diagnostic qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, on a un éclatement. Les électeurs du vélo aujourd'hui se connaissent mal parce qu'ils sont représentés par des structures qui n'ont pas forcément le vélo à cœur. Je pense notamment à l'USC, l'Union Sport et Cycle, qui fait beaucoup de sport et pas mal de cycle, mais qui ne fait pas que du cycle, hein, et le Mobiliance, ex-CNPA, qui, pour le coup, n'a pas non plus le vélo à cœur. Donc, du coup, on a la filière économique qui est éclatée en pas mal d'endroits et du coup, c'est nécessaire de réfléchir à une vraie organisation. Ils s'y mettent. Là, il y a la PIC notamment qui réfléchit, donc la PIC et notamment avec la FUB, hein, donc avec Olivier Schneider qui co-préside la PIC, qui est
l'Agence pour la promotion et l'identification des cycles, l'association, je pense, pour la promotion et l'identification des cycles, qui va porter du coup des états généraux normalement du vélo, de la filière économique du vélo, et qui permettra par la suite de disposer d'un endroit effectivement qui pourra faire du lobby pour la filière économique du vélo. C'est-à-dire parce qu'en fait, du coup, le vélo n'est pas forcément bien identifié en tant que filière économique dans les plans de relance, dans les dispositifs pour financer l'innovation, pour le soutien à l'entreprise et tout cela. C'est aussi parce qu'on ne sait pas à qui parler quand on veut parler de la... Enfin, le gouvernement ne sait pas à qui parler. Ils ne sont pas identifiés, en fait. Ils ne sont pas identifiables parce qu'ils ne sont pas rassemblés. Donc, c'est vrai que, du coup, sur tous les dispositifs, par exemple, c'est important que tout le monde se mette ensemble et qu'il y ait des têtes de pont, quoi. Et là, l'Alliance pour le vélo, dans le cadre des présidentielles et pour les législatives, ça sert vraiment à ça et c'est vraiment important. Donc, en fait, le monde économique du vélo a besoin de se structurer, pour pouvoir faire vraiment du lobby sur des sujets importants qui sont aussi sur des questions de normes, sur des questions de réglementation, sur des questions de financement de l'innovation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en cours, quoi. Là aussi, c'est en train de renaître, cette partie-là, quoi, cette coalition d'acteurs. Je crois qu'il y a tout le monde partage le diagnostic et la nécessité, et c'est en cours, c'est vraiment en cours. Et je pense que il y a les échéances actuelles qui font que tout ne peut pas se passer tout de suite, mais dans les 6 prochains mois, pas mal de choses vont se passer. C'est en cours. Est-ce qu'au point de vue local, on ressent aussi cet effet lobby? Est-ce que voilà, tu as élu dans une commune, je ne sais pas si tu veux en parler, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent ou c'est tout à fait les mêmes méthodes ou c'est différent? Moi, je pensais pas en parler, mais oui, effectivement, je suis élue municipale d'opposition à Vincennes, qui est une ville qui pourrait être la ville idéale pour le vélo, on a voté au conseil municipal la semaine dernière le plan vélo. Et donc, on va dire que les adhérents de Vincennes à vélo se sont abstenus. Les adhérents élus au sein du conseil municipal, on va dire. Globalement, l'association est assez, déçue du manque d'ambition. On n'a aucune ambition chiffrée, aucun objectif. Ils n'ont pas réfléchi à la continuité des itinéraires. Enfin, bien sûr, il y a des choses, mais c'est facile de faire. Enfin, c'est normal. Il y a le strict minimum qui est. Je pense que là, pour le coup, on n'a pas réussi à. Ils n'ont pas réussi à. Je sais pas. On a beau avoir essayé de faire plein de choses, on n'a pas réussi à aller aussi loin qu'on aurait voulu. Mais bon, en même temps, les choses avancent, mais c'est vrai qu'au niveau local, ça pose plein d'autres questions. Et Thibaut, vous avez fait une grosse campagne là, avec le baromètre il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu, dans les grandes lignes, un peu de votre stratégie pour avoir de l'impact au niveau local pour le vélo? Ouais, Vraiment sous l'angle opérationnel, quoi, retour de bonne pratique. Les résultats, je pense qu'ils sont connus et reconnus. Ouais. Alors, il est plus simple de revendiquer au niveau national un grand plan vélo national que de réussir à l'échelle de chaque territoire à mettre en place ce qu'on aimerait ou ce que nos associations pensent, c'est-à-dire des plans vélo eux aussi chiffrés qui partent des besoins des usagers, des citoyens. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça demande une énergie qui est absolument monstre. Et pourtant, c'est quand même là que se joue un peu le gros des sujets. Toute vraiment cette dentelle française de ce qu'on a besoin d'un réseau cyclable qui soit maillé, continu, de politique pro-vélo, de services, d'éducation, d'incitation, d'information à la mobilité à vélo. Enfin, il y a vraiment tout un système à construire. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment le rôle des associations, enfin des citoyens d'abord, au niveau local, qui généralement se constituent au sein de collectifs, voire vraiment d'associations qui adhèrent ensuite, parfois, on l'espère, à la FUB. Et derrière, ce qu'elles viennent rechercher en adhérant à une fédération comme ça, c'est le rôle d'animation que peut avoir la fédération. Donc, c'est le partage des bonnes pratiques, donc le partage, mettre en relation telle ou telle personne entre elles, parce qu'on sait qu'un tel a organisé telle chose et que ça pourrait être intéressant de le répliquer. C'est de répondre à des questions collectives qui se portent à la fois sur des structurations très administratives, très pratiques des choses, mais qui bouffent du temps à des citoyens pas forcément organisés pour le faire à la base. Et puis aussi, comment on les fait monter en compétences sur l'activité de plaidoyer. Comment on construit un argumentaire. Encore une fois, c'est à peu près les mêmes outils qui sont mis au niveau local, mais adaptés qu'au niveau national, mais adaptés à l'échelon local. Et donc, comment on leur donne la matière. Donc, ça, c'est typiquement le rôle du baromètre, c'est de créer ce que je disais tout à l'heure, l'expertise, la recherche de la donnée. Comment ensuite on les forme, on les outille par la mise en relation, par de la formation, par plein de choses qui sont organisées, notamment au sein de l'équipe par ma collègue Juliette.
Et donc, comment on organise ça pour faire en sorte que nos groupes locaux, les associations, les collectifs se sentent en capacité derrière de porter un plaidoyer. Il y a aussi tout le travail qui est celui il y a le savoir pur, la donnée, comment on fait un plan vélo, puis après il y a le savoir-être aussi qui est une vraie, tout un apprentissage, donc sans gommer la dimension militante de revendication qui est tout à fait légitime et qui est importante à garder, mais aussi quelles sont les bonnes pratiques, comment on va à un rendez-vous, comment on le demande, comment on le sollicite, comment on écrit un courrier. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont pas innées évidemment pour des personnes qui sont bénévoles et qui ne font pas ça tous les jours. Et donc, comment on essaye de maximiser avec eux l'impact de leurs actions. Donc, ça, c'est le rôle de fédération. Et donc, le baromètre, là-dedans, il s'intègre vraiment comme un outil d'expertise de production de données. Donc, nous, on fournit le maximum qu'on peut du côté de la fédération avec des outils de visualisation, avec une animation de campagne nationale relayée au niveau local, la recherche de partenariats, etc. Et puis après, on essaye de les accompagner dans la compréhension des données et ce qu'ils peuvent en faire pour nourrir leur plaidoyer local, voire même comment le baromètre peut être un outil vraiment d'animation et de construction de dynamique citoyenne qui se serait organisé le temps de l'enquête pour ensuite construire une structure associative qui pourrait porter un plaidoyer à l'échelle locale. Mais c'est un travail qui est absolument évidemment titanesque, donc d'où le rôle de l'État de faciliter les choses, de créer un cadre qui soit le plus facilitant pour les collectivités, pour les usagers, et puis lui-même d'accompagner des politiques publiques, que ce soit sur du financement, sur des mesures nationales, sur des obligations en termes de construction d'aménagement, par exemple, qui sont un des gros sujets au niveau local, ou d'accompagnement sur du financement d'intermodalité, notamment sur les questions de stationnement ou des obligations d'emport de vélo dans les trains, qui sont des vrais gros sujets. Et donc là, il y a vraiment cette complémentarité à trouver et le bon rapport collectivité, État, et puis globalement les dynamiques citoyennes nationales, locales et aux échelons intermédiaires, départements, régions, comment on les structure. Et ça, c'est le rôle de la fédération. Là, vous présentez un profil, enfin, je participe à cette présentation où on pourrait penser que tous les acteurs vélo ont les mêmes intérêts, le même but et donc peuvent être représentés au niveau national par des structures qui peuvent les aider à aller plus loin. Mais moi qui suis l'actualité du vélo, il y a plein d'acteurs vélo qui ont des intérêts contradictoires ou qui peuvent être en opposition, ou alors que ça peut être sur le territoire, des grandes agglomérations qui vont attirer plus de subventions parce qu'elles ont plus d'ingénierie financière pour le faire par rapport à d'autres territoires où c'est plus petit. Comment vous arrivez à porter ces deux messages-là? Et là, si je parle plutôt du côté industriel, des fabricants de vélos électriques face peut-être à des fabricants de kits d'électrification, est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts ou pas? Comment vous gérez ça dans votre quotidien de lobbyiste? Moi, après, il y a une vision aussi politique des choses. Globalement, si on regarde les questions d'aménagement, et notamment la concurrence des collectivités dont tu parles, alors qu'il y a une concurrence ou qui est parfois un décalage de vitesse entre collectivités. Donc, comment on rattrape ces retards qui existent entre des territoires qui ont pris le pli pour certains déjà il y a 20 ans, pour d'autres il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui ont mis les moyens en face parce que, ces collectivités ont les moyens, deux, elles ont le mandat et le soutien politique pour avancer plus vite. Et donc, trois, elles y voient un intérêt aussi derrière, électoral et autres, parce que la dynamique est enclenchée et donc on peut aller plus loin. Et généralement, ce sont ces mêmes collectivités qui, pour certaines, réussissent plus facilement à capter des financements nationaux, par exemple par appel à projet, puisqu'elles ont investi l'ingénierie première pour répondre à ces appels à projets. Et donc, derrière, la machine est enclenchée. Donc, en effet, là, c'est notamment le rôle, quand on parle des questions d'aménagement de l'État, de son rôle d'aménageur du territoire. Donc, comment on assure la péréquation entre territoires, comment on assure d'accompagner les territoires qui en ont le plus besoin et que ceux qui sont en avance jouent le rôle de moteur et aussi permettent de visibiliser des réussites de terrain et des exemples concrets de choses qui marchent. Mais comment d'ailleurs aussi, côté État, l'État joue son rôle en fait, de péréquation, que ce soit sur les sujets de financement. Donc aujourd'hui, le financement par appel à projet, il a bien marché au départ. Aujourd'hui, il atteint aussi quand même une certaine limite. Donc comment on assure un cadre notamment de contractualisation plus long pour les collectivités, ça c'est une des demandes fortes qu'on a au sein de l'Alliance pour le vélo sur les élections. Donc là, on aura vraiment un sujet, la question des montants qui va derrière. Aujourd'hui, on est à environ 50 millions d'euros. Ça a été réinjecté en partie le fonds mobilité active pendant le plan de relance. Donc là, on a des niveaux qui sont assez faibles, à moins d'1 euro par habitant et par an, financement État. Donc comment vraiment là, on va plus loin sur le prochain quinquennat pour vraiment amorcer la pompe et assurer encore une fois, et c'est ce que nous préconise l'ADEME et la DGE dans leur rapport sur l'économie du vélo, c'est comment on met le niveau de moyens suffisant, comment on assure un taux de cofinancement assez important et comment on accompagne aussi un peu en fonctionnement les collectivités
sur leur ingénierie pour faire en sorte qu'on ait un développement qui soit non pas uniforme du vélo sur le territoire, parce qu'on aura sûrement, et c'est très sûr et logique, des cœurs urbains dans lesquels la pratique du vélo se développera plus rapidement, et comment on assure qu'on n'a pas des territoires où la pratique du vélo est stagnante ou descend, mi-rural ou périurbain, et alors qu'on aurait une explosion en cœur de ville, ce qui accentuerait les fractures territoriales et ce sentiment de fracture sur les mobilités, qui là, pour le coup, serait préjudiciable à échelle beaucoup plus large d'un point de vue politique. Donc, il y a le rôle de l'État qui est assez important, en tout cas pour moi, là-dessus. Après, sur la filière, je laisse Florence. Ouais, Florence, peut-être que tu as vu voilà, via le club des villes et territoires cyclables ou via la grande mission sur la filière vélo, parce que c'est des choses que tu as pu observer aussi, c'est comment gérer des intérêts parfois contradictoires, même si les deux vont dans le sens du vélo. Sur les questions d'électrification et VAE, on peut aussi parler par exemple de normes sur les vélos cargo et notamment la puissance des moteurs et le bridage à 25 km/h et tout cela. Donc là, il y a des intérêts contradictoires effectivement qui s'expriment et dont on entend bien l'expression. L'idée, c'est plutôt de les accompagner dans le cadre justement de la structuration de la filière économique, c'est-à-dire que c'est peut-être aux acteurs économiques aussi de se mettre d'accord ensemble, d'avoir un lieu de réflexion et de débat avec l'État pour se mettre d'accord sur ces nouvelles normes qui sont forcément à définir. Mais effectivement, on entend bien les deux côtés, si tu veux, l'intérêt du kit d'électrification, mais en même temps les problèmes de sécurité que cela peut poser pour les… Ça, c'est voilà. Donc, on écoute, c'est aussi notre rôle en termes de côté politique ou conseil aux politiques, d'écouter les différentes attentes des uns et des autres pour accompagner la décision au niveau du gouvernement quand ça devrait arriver bientôt, parce que puis il ne faut pas oublier également le lobbying, on n'en a pas parlé à l'échelle européenne. J'allais poser la question. Sur ces sujets-là, donc notamment de la puissance moteur, la définition de vélo cargo et tout ça, c'est des sujets européens, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça va être compliqué. Et pour le coup, là, il y a également des structures fortes, mieux structurées qu'en France, on va dire, qui portent le lobbying à l'échelle européenne. Tu en as quelques-uns à citer, ou Thibaut, tu en as quelques-uns à citer aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient… Il y a l'ECF, je crois. Au niveau européen, il y a excusez l'accent, la European Cyclist Federation, donc, qui est une forme de FUB, entre guillemets, à l'échelle européenne, donc qui agrège et anime le réseau des associations d'usagers, qui a aussi une dimension collectivité un peu plus forte, puisqu'elle accueille en son CA aussi des représentants des collectivités. Donc, on est sur un fonctionnement un peu hybride, mais c'est globalement l'acteur le plus identifié à l'échelle européenne sur les questions de lobbying, plaidoyer pour le développement du vélo. Puis à côté, c'est l'ACI, je crois, je ne sais plus exactement quel est le nom, des industriels qui travaillent fortement en coopération avec l'ECF aussi pour toutes ces questions sur les normes, puisque c'est l'Europe ayant ce rôle important de construction d'un marché européen. Forcément, le lobbying des entreprises est assez actif à l'échelle à Bruxelles. Ok, donc je comprends que pour tous les deux, la présidentielle ne met pas du tout à terme en fait au lobby, puisqu'il y a les législatives qui arrivent derrière, et puis après il y a le gouvernement qui va être monté, et puis des nouveaux directeurs d'administration, et puis on arrive au régional. Est-ce que c'est à peu près ça? Vous avez un calendrier prévisionnel comme ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années? On essaye, oui, on s'est quand même au courant des élections qui ont lieu. Et puis après, il y a tout le travail entre. Là, on va rentrer dans une phase qui va être objectivement quand même un peu plus agréable aussi pour les lobbies, qui est une phase hors élection, puisqu'on a eu des élections municipales en 2020, régionales départementales en 2021. Aujourd'hui, 2022, les élections présidentielles et législatives, avec entre-temps un projet de loi climat, et juste avant la loi d'orientation des mobilités, donc une sorte de densité un peu de ces moments où on doit faire un peu campagne, prendre des positions rapidement. Alors quand on a des élections locales, c'est une mobilisation extrêmement forte des militants et des associations pour essayer d'aller interpeller, rencontrer. Donc il y a ce travail-là. Donc là, on va rentrer dans une phase où on va un peu plus écluser les sujets, se poser et voir comment on priorise aussi les demandes, les besoins sur les années à venir. On a un gros rendez-vous quand même en fin d'année avec les contrats de plan État-région, qui sont quand même un des gros sujets qui bouclent les financements sur les questions de transport et de mobilité, où il va falloir que le vélo puisse prendre sa place, qui est un objet qu'on connaît moins bien, en tout cas nous, côté FUB, donc sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et puis derrière, nous, après, on repart aussi en campagne sur le baromètre dès janvier. On va commencer à retravailler le sujet, à repartir
dans la moulinette. Donc, il y a toujours plein de choses à faire. Ok. Florence, qu'est-ce que tu pourrais partager à celles et ceux qui aimeraient savoir où trouver l'information sur les prochaines lois, les prochaines directives, les prochains arrêtés, les prochaines circulaires qui pourraient intéresser leur secteur, que ce soit des associatifs ou des entreprises? Bah, écoute, là, tu vois, moi, je m'occupe juste des lois. Je ne fais pas Ok. trop le suivi. Malheureusement, on n'a pas le temps de passer le temps sur les décrets et tout ça. C'est plus des acteurs comme Thibaut qui font le suivi après-vente, on va dire. Ouais. Et nous, par contre, on revient vers le gouvernement si c'est mal fait. Voilà. On essaye de réajuster le tir quand c'est nécessaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de… Après, sur les lois, le site de l'Assemblée nationale, c'est quand même une des choses qui est le mieux, enfin, qui n'est pas bien fait parce que bon, dans le style… il a besoin d'une refonte assez sévère, le site, pour qu'il soit un peu plus agréable. Mais oui, les sites des deux chambres sont quand même la source principale pour avoir les éléments de loi. Mais bon, souvent, la presse est au courant avant nous. Donc, la presse, et voilà. Mais on peut parler de la loi climat après, si vous voulez, parce que je pense que c'est un bon exemple sur le vélo et la loi climat. Je pense qu'il y a des choses à raconter pour si on veut aller dans les coulisses. Bah, volontiers, si tu veux démarrer. Et j'en profite, les 56 personnes qui nous écoutent, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et dans 5 minutes, je les reprendrai pour les poser aux invités. Du coup, je suis preneur d'avoir ton retour sur les coulisses de cette loi climat. Mais Florence, sur la loi climat, elle avait, comme vous le savez, un logo avec un vélo dessus, mais on ne parlait pas du tout de vélo dedans, alors que bon, ça devait quand même être la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est vrai que je pense pour le coup, on a tous bataillé, et on a tous bataillé dans le même sens pour que la loi climat intègre des différents articles qui parlent du vélo, quelques avancées autour du vélo. Et ça a commencé, nous, de notre côté, on a commencé par faire une tribune transpartisane en ce sens-là, l'intention du gouvernement. Puis après, on a commencé à travailler à des amendements avec les associations pro-vélo. Et ce que je veux juste dire, c'est qu'à côté des sujets qu'on choisit de porter, du coup, au niveau du club des élus nationaux pour le vélo, il faut les porter après. Donc, du coup, il faut aller également, comme le fait la FUB, avec des auditions, avec des rendez-vous au ministère et tout ça, nous aussi, les députés vont également échanger avec les cabinets, avec les conseillers spécialisés, conseillers techniques spécialisés sur les questions de mobilité, vélo, pour essayer de leur faire les convaincre de l'intérêt. Et moi, j'aimerais parler de la prime à la conversion, par exemple, la PAC. Les premiers échanges sur la PAC avec le cabinet du ministère des Transports étaient du style « ça n'a pas marché sur le scooter, donc pourquoi ça marcherait sur le vélo et sur le vélo cargo ?» Voilà. Et donc, c'était… voilà, c'était assez surréaliste pour nous, mais bon, il faut expliquer qu'un vélo cargo, ça permet de transporter des enfants, ça permet de transporter des courses, ça permet de remplacer en tout cas une deuxième voiture, voire une première voiture, qu'on peut faire le choix de supprimer une voiture pour aller vers pour avoir droit à la prime à la conversion et d'acheter un VAE, voire un vélo cargo. Et donc là, on a réussi vraiment à avoir cette avancée-là, au moins dans la loi climat. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, elle est intéressante. Et puis après, par contre, quand on voit les suites de cette PAC, elle est illisible, elle est très peu connue, elle est difficile d'y avoir accès, elle n'est pas pérennisée apparemment dans le temps. Donc, tu vois, il faut continuer à suivre les choses, mais on le fait ensemble. Et merci. Il y a plein de questions qui arrivent. Thibaut, est-ce que tu veux Ouais. compléter? Et puis après, on passe aux questions dans le fil. Non, mais par rapport à la loi climat, c'est un bon exemple en effet d'essayer de construire un rapport de force, mais en essayant de créer surtout un maximum de coopération entre les différents acteurs qui existaient. Il y avait clairement des parlementaires qui ont un peu vu cette première version du texte, qui eux aussi ont bien compris qu'il y avait quand même un problème entre le décalage sur la communication gouvernementale. On était bien sur un projet de loi, donc c'est forcément une initiative du gouvernement, ce qui est différent d'une proposition de loi. Donc il y a cette chose-là qui arrive, des mesures, au moins 3, 4 mesures sur les 150 de la Convention citoyenne pour le climat qui parlaient vélo, apaisement des vitesses, etc. Donc vraiment ce décalage-là. Et donc à partir du moment où on a cette copie très imparfaite, comment on réussit à créer une mobilisation sur un temps assez court en essayant d'entraîner avec nous le maximum d'acteurs. Et donc c'est là où, évidemment, d'être un lobby entre guillemets constitué,
est quand même un avantage assez important, puisqu'on a forcément déjà des relais, des gens qui sont sensibilisés, qui connaissent, des notes qui sont plus ou moins déjà produites. Enfin, voilà, on n'est pas à notre premier coup. Et donc, de ça, de comment aussi on priorise des mesures, puisqu'on ne peut pas venir avec tout. Ça sert à rien, c'est trop d'énergie, on ne peut pas avoir de suivi suffisant. Et donc, comment on essaye de porter notre combat sur une sélection de mesures qui nous paraissent les plus cohérentes, en l'occurrence déjà les 3-4 qui étaient présentes dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, et puis après ce qu'on pouvait imaginer aussi en mesures complémentaires. Et donc, c'est là où tout le travail a été intéressant sur différents volets pendant la mobilisation, entre les 4 choses que vous parliez tout à l'heure, de la presse, du média, sur des communiqués de presse, sur essayer un peu de faire monter les choses, de la mobilisation aussi de nos militants pour inciter les parlementaires à voter tel ou tel amendement porté par notamment le Club des élus nationaux pour le vélo, les rencontres institutionnelles très nombreuses qu'on a menées ou co-menées avec nos associations locales en circonscription pour essayer de convaincre de l'utilité de porter peut-être pas toute la liasse d'amendements proposés, mais en tout cas une partie. Déjà préparer cette liasse-là en amont, c'est quand même un travail technique pas toujours très évident. Et puis derrière, ensuite y aller à fond et essayer d'arbitrer un maximum de choses en notre sens. Pardon, je rigole parce que je vois des questions on y arrive. sur le chat. Ça y est, c'est bon. Allez, on est lancé là. Allez, c'est parti. Florence, 2 questions. On va essayer j'en ai pris 2 là. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui viennent à l'Assemblée à vélo? Alors, j'imagine que ce n'est pas que les députés, il y a toutes les équipes et peut-être les fonctionnaires aussi. Et la deuxième, si tu peux répondre coup double, c'est celle d'Abel sur l'apparition du vélo mobile. Voilà, si tu as un retour à faire, si tu as un feedback Alors, à sur la partager. première question, c'est plus simple pour moi. Je suis une de celles qui a fondé une association qui s'appelle Hémicycle, avec un S, pour essayer de promouvoir le vélo à l'Assemblée nationale. En 2017, on parlait de très, très, très loin, c'est-à-dire qu'il était impossible de se stationner autour de l'Assemblée nationale et pratiquement très, très compliqué, puisqu'il fallait descendre des escaliers pour stationner son vélo au sein de l'Assemblée nationale dans un sous-sol glauque. Donc, du coup, on partait de très loin. On a réussi à faire en sorte que on puisse rentrer son vélo plus facilement au sein de l'Assemblée, on puisse le stationner. Et on a vu fleurir effectivement énormément de vélos aux alentours et à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, bien entendu, on a eu le droit au FMD, qui est à 500. On n'a pas réussi à le faire passer à 600, mais on est à 500 € par personne. C'est un combat. Donc voilà, il y a une association qui existe, qui a essayé de faire en sorte un peu de faire avancer les choses à l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas le décompte précis. Je peux me renseigner. Et sur le vélo mobile, pour le coup, moi, je n'ai pas suivi. On a plus essayé de bouger pour essayer de lutter contre la possibilité pour les super trottinettes électriques, là, où on peut s'asseoir, qu'on puisse essayer de les empêcher d'aller sur les pistes cyclables. Mais c'est vrai que pour moi, je ne maîtrise pas du coup la question du vélo mobile. Okay. D'ailleurs, je pense que la question d'Abel, si je me trompe, c'était sûrement par rapport au cycle mobile, peut-être, non, Abel? Oui, je pense, oui. Là-dessus, c'est clairement un mauvais signal. Et par rapport au lobby qui est derrière, c'est globalement le lobby de la FP2M, donc de micromobilité, autour des acteurs traditionnels de la trottinette. C'est une pratique, alors ce qui a joliment appelé la draisienne électrique, mais c'est plutôt du c'est plutôt du scooter léger électrique. Qui nous vient aussi un peu, alors à la fois est produit fortement en Chine, mais nous vient en termes de pratique pas mal d'acteurs, notamment américains, où il y a des flottes, un peu comme on a les flottes aujourd'hui, Lime, Dot et autres de trottinettes. On retrouve en Californie des flottes de certains acteurs qui sont des flottes de cyclomobiles légers. Et donc aujourd'hui, un lobby constitué autour des acteurs de la trottinette qui cherchent en fait des formats hybrides entre le vélo, qui a tous ses avantages de circulation et autres, la trottinette, mais qui a une perception d'être assez dangereuse, et aujourd'hui qui ne permet pas non plus d'avoir le confort d'une assise, ce que permet le vélo. Et donc, ce format hybride qui est né. Et alors là, pour le coup, on a pas mal bataillé. Et comme c'est du décret, par définition, c'est quelque chose qui se fait plutôt en interadministration, donc qui est forcément plus sombre, plus compliqué. Les consultations ne sont pas hyper transparentes, les débats ne sont pas hyper transparents. Et donc, on a du mal à comprendre toujours les jeux d'acteurs et notamment les rapport de force interadministration entre l'intérieur, qui a une vision sécurité routière, et qui va dire ce qui est important, c'est que ces gens-là qui achètent leur truc aillent sur une piste cyclable, et puis une vision transport qui pourrait, dans un monde idéal, dire c'est complètement contradictoire avec un plan vélo qu'on a voté et qui a été porté par un Premier ministre. Mais bon, aujourd'hui, on a des discours tellement contradictoires qu'à la fin,
Et ben, à la fin, on a eu ce décret qui est sorti et qui est assez préjudiciable, même très préjudiciable pour le développement du vélo et des mobilités actives, surtout en général, parce que c'est quand même un enjeu, surtout qu'il y a un rapport qui est sorti parlementaire sur le sujet il y a quelques jours de Jean-Marc Juélésy sur le nécessaire développement des mobilités actives, notamment pour le maintien de l'autonomie des personnes âgées. Et donc, de développer des modes de transport sédentarisants comme cela, ce n'était pas la meilleure idée de fin de quinquennat. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que tu peux essayer de proposer une réponse courte pour qu'on en puisse en prendre plus dans la foulée? Est-ce que la FUB fait appel à des cabinets de conseil pour mener les fameuses études dont tu parlais, j'imagine? Enfin, en tout cas, la question qui a été posée par Jules, c'est ça. Donc, comment est-ce que vous sous-traitez la recherche d'études sur le territoire ou national? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez à mettre en place de nouvelles actions de lobby entre le vélo et les transports en commun? Alors, on ne fait pas appel à des cabinets de conseil en lobbying en propre. Ça, c'est nous qui maintenant internalisons la compétence. Il n'empêche que moi, à titre personnel, je rencontre des gens, etc., pour aussi comprendre comment fonctionnent toutes ces personnes, mais on n'a pas recours à ça. On a des recours à des soutiens techniques ponctuels sur des sujets, par exemple sur des sujets juridiques. Donc, on avait été beaucoup accompagnés, notamment pendant la LOM, par une avocate en pro bono qui nous a vraiment accompagnés sur la rédaction d'amendements, sur la compréhension. C'est un travail technique, juridique, qui forcément demande des compétences. Alors, il est souvent porté par les administratrices de l'Assemblée et par les collabs, mais il y a aussi besoin, nous, de développer l'expertise en interne. Donc, on fait appel à ce genre de personnes. Et puis après, quand on produit des études, des rapports, ça dépend. Généralement, on les fait en interne. Le baromètre, on fait tout en interne. Après, ça n'empêche pas qu'on discute avec notamment l'ADEME, le CEREMA, avec d'autres acteurs de la mobilité ou des chercheurs. Mais on fait globalement plutôt beaucoup en interne. Puis après, on reste une asso, donc on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Ou alors, il faut qu'on cherche des acteurs en pro bono qui soient cohérents aussi avec nos valeurs et qui aient la compétence sur nos sujets. Donc, en fait, ça réduit quand même fortement le champ. Pro bono, pour définir, pour celles qui ne connaissent pas l'expression, c'est des entreprises qui travaillent gracieusement pour vous, pour leur RSE, quoi, pour augmenter leur image ou juste parce qu'elles veulent fidéliser leurs salariés ou ce genre de choses. Oui, ou alors en fait, il y a des acteurs qui sont même là, des cabinets d'avocats. Enfin, chez les avocats, c'est un fonctionnement un petit peu différent puisqu'ils ont un peu toujours eu ce genre de recours. Ça peut passer par une sorte de fonds de dotation chez eux qui permet de financer quelques activités en pro bono. Ils ne le font pas pour de la RSE, ils le font plus par souci d'intérêt politique, de volonté d'accompagner des acteurs. Après, pour les entreprises, il y a un fonctionnement encore un petit peu différent. Ok. Florence, il y a 2 questions. Tu as un petit peu évoqué tout à l'heure les enjeux du vélo cargo au niveau européen. L'action est posée sur qui finalement s'oppose à l'augmentation de la puissance des moteurs électriques. Juste à l'info, c'est cool. Et par ailleurs, une question sur la présence des PME du secteur du vélo. Alors, l'action est posée au niveau des collectivités, mais peut-être qu'au niveau global, il y a une institution qui les représente. Et peut-être que si tu peux l'indiquer à Hugo, même si tu l'as déjà expliqué avant. Ok, alors sur la puissance la puissance des vélos cargo, en fait, on arrive tous les acteurs qu'on a pu rencontrer, il y a 2 sujets. Il y a la puissance moteur pour permettre de monter des pentes. Donc là, pour le coup, il y en a la plupart quand même sont dans l'idée qu'il faudrait aller augmenter sérieusement la puissance au-delà de 250 watts, je crois. Enfin, je ne sais jamais quelle est la mesure. Pour permettre notamment de faire de la cyclo-logistique de manière cohérente et efficace. Par contre, on a un sujet sur la limitation de la vitesse parce que un vélo cargo chargé à 300 ou 600 kg derrière qui arrive sur un gamin à 25 km, voilà. C'est plus des questions de sécurité et de limitation de la vitesse si on a une forte puissance du moteur. Mais pour le coup, c'est également à la filière d'avancer là-dessus. Voilà, il n'y a personne. Ouais, c'est plus sur des questions de sécurité en fait. C'est plutôt l'État sur des questions de normes qui réfléchit, qui va dans ce sens-là. Ta deuxième question, c'était sur les PME. Ouais, les PME du vélo, elles sont souvent très bien écoutées par la plupart des acteurs locaux, des politiques locaux, dans leur accompagnement de leur croissance. Il y a de très belles réussites locales. Je pense à Moustache, qui a toujours été accompagnée par l'agglomération de Montbéliard dans leur croissance. Et un peu partout ailleurs, les industriels ou les assembleurs ou les de cycles sont quand même assez bien accueillis, je crois, quand il s'agit de créer de l'emploi sur un sujet sur lequel tout le monde est assez heureux de travailler. Ça marche assez bien. Après, donc sinon, c'est l'Union Sport et Cycle qui fédère les PME du cycle aujourd'hui, côté production de vélo. Voilà.
Mais après, vous avez, enfin, il y en a tout plein en fait. Il y a plein d'associations diverses et variées. Et on n'a pas parlé, on n'a même pas évoqué, et je pense qu'ils font partie de cet environnement, les clusters. Tu en as croisé, je pense, pendant ta Alors, mission. oui, bien sûr, sur les clusters, il y en a plusieurs qui sont en cours de constitution. Il y en a un qui est important, c'est le cluster MAD, Mobilité Active et Durable, qui a été à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient d'intégrer le CARA. Donc, moi, ça me désespère parce que pour que le vélo se développe, ils doivent intégrer la voiture et les bus et ça me dépasse. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait ce choix-là parce que pour des questions de croissance et de financement, ils avaient besoin de le faire. Il y en a un autre qui est en train de se constituer autour du Gers et de Toulouse, donc la Vélo Vallée. Et puis après, il y a eu le lancement la semaine dernière, ou même cette semaine, je crois. Non, c'était la semaine dernière, d'un cluster sur le vélo dans le Grand Ouest. Voilà, donc sur 3 régions, c'est quelque chose qu'on a senti venir au sein du rapport et qui est en train de se structurer aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de voir que ça avance. Ok, un Et sur cluster. ce sujet, j'avais une question il y avait une question sur la filière vélo et Juste, Florence, automobile. Ouais. pardon, la définition d'un cluster, c'est un regroupement d'entreprises sur un territoire. On peut définir ça comme ça? Okay. L'idée, c'est qu'il y ait avec une animation, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils partagent le même sujet. Et du coup, ils sont plus forts pour faire de la mutualisation, de la visibilité, être plus visibles, faire de l'interconnaissance. C'est du réseau et du lobby. Ok. Je t'ai coupé, je suis désolé. Oui, il y avait une question sur le lobby automobile et le lobby vélo. Ouais. Et je trouvais ça intéressant. Alors moi, je vais pas parler, je voudrais juste parler du côté filière économique. On a les acteurs majeurs de la voiture qui ne voient pas du tout venir le vélo, qui ne s'intéressent pas trop au vélo en France. Les 2 gros, là, vous voyez, ne s'intéressent pas trop encore au vélo en France, mais tous les autres s'y intéressent énormément, notamment les prestataires de rang 2, tous ceux qui sont dans le décolletage, qui travaillent sur de la mécanique et autres. Tout cela, ils sont en train de réfléchir au vélo et s'y intéressent énormément. Toyota également s'intéresse au vélo. Donc, en fait, du côté des producteurs, des acteurs économiques de la voiture, il commence à y avoir un regain d'intérêt qui avait complètement disparu depuis les années 70 vers le vélo. Et ça fait vraiment plaisir, mais ce n'est pas encore gagné. Et je pense que par contre, du côté des salariés, il y a un vrai intérêt, mais pas encore en haut, quoi. Mais bon, c'est un changement en cours. Sens de l'histoire. Thibaut, une question sur les flottes de vélos d'entreprise, les vélos de fonction. Je peux reprendre plus globalement une question qui a été posée par Gonzac. Est-ce que c'est aussi un levier sur lequel vous essayez de travailler, la partie de déploiement de ces flottes-là ou de la promotion du forfait mobilité durable notamment? Je sais qu'en Allemagne, c'est très installé. Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors, je répondrai après sur la question de transport en commun que j'avais misérablement oublié juste avant. Sur la question des entreprises et notamment, nous, on est fortement plutôt concentré sur la question en effet, du domicile de travail et comment décarboner ce trajet-là, notamment par l'usage du vélo, de la marche. Et donc là-dessus, nous, la mesure principale sur laquelle on se porte, c'est la question du forfait mobilité durable, qui pour nous est vraiment la chose la plus importante à développer aussi d'un point de vue dans la symbolique, d'accepter collectivement et de lever un peu tous les freins aux entreprises en disant oui, se déplacer à vélo d'un point A à un point B, notamment pour aller à son boulot, c'est sécure, c'est important, c'est bon pour la santé, ça a 1 milliard de bons effets, et d'assumer ce discours politique-là, il est extrêmement important, et de le mettre au même niveau que les transports collectifs, voire de le penser aussi en intermodalité, qui est un vrai sujet important, notamment pour la moyenne distance ou pour des territoires périurbains ou ruraux. Pour nous, c'est extrêmement important d'avancer sur cette question du FMD qui aujourd'hui est facultatif, et ça avance pas à la vitesse à laquelle ça devrait avancer. Sur les flottes de vélos d'entreprise, j'avoue que je connais assez mal le sujet, que j'avais déjà été interrogé sur le sujet par une entreprise avec laquelle on avait commencé à un peu regarder ce qui se faisait dans d'autres pays, en Belgique, en Allemagne. On se rendait compte qu'en France, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas très bien. Bon tact, je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on regarde, mais encore une fois, je pense que dans l'activité de lobbying, parce que c'était un peu ça l'objet initial de l'échange, il y a aussi un peu une logique de priorisation des combats. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus à aller chercher du côté du salarié que foncièrement de comment les entreprises peuvent créer des flottes de vélos. Après, sur la partie, alors je peux juste reboucler par rapport à OEPV, parce que ce que je n'ai pas dit à la FUB, c'est qu'on a cette activité de fédération de plaidoyer pour Parola. On a à côté aussi toute une partie service. Donc on propose plusieurs programmes en lien avec l'État et notamment les dispositifs de certificat d'économie d'énergie. Et parmi ces différents programmes qui financent du stationnement vélo dans l'habitat social ou
en gare ou des programmes qui portent sur la formation des élus, collectivités, associations. On a aussi un programme qui s'appelle l'Objectif Employeur Pro Vélo, en effet, et qui a vocation à nous mettre un pied dans l'entreprise, enfin de mettre le vélo dans l'entreprise et en finançant notamment différentes actions auprès des boîtes, ce qui nous permettra aussi de développer une certaine expertise sur la question et de mieux comprendre ce qui bloque. Mais aujourd'hui, le FMD fait vraiment partie des sujets nécessaires dans OEPV. Et donc, par rapport au transport en commun, oui, c'est complètement nécessaire pour nous. On a complètement rédigé notre livre blanc de l'Alliance autour de ce triptyque marche, vélo, transport collectif. Donc, on se pense complètement en complémentarité et en opposition forte, notamment avec la voiture individuelle. Donc, on assume une forme aussi de concurrence des modes dans un espace réduit, de la nécessité de donner sa place à tout le monde et donc de chercher le maximum de complémentarité avec les transports collectifs. C'est important et c'est des relations qu'on va avoir besoin de nourrir fortement avec la SNCF, mais aussi avec tous les acteurs des transports collectifs et leurs représentants au niveau national, UTP et GART, parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu sur de la moyenne distance. Si on prend de la part modale à la voiture, ce ne sera pas juste le vélo ou pas juste le vélo à assistance électrique, mais bien en complémentarité avec d'autres modes. Ok, écoutez, on arrive presque au bout. J'ai envie de vous poser une dernière question à tous les deux. Est-ce que vous voulez nous laisser faire passer un dernier message avant de terminer ce webinaire sur vraiment le sujet des coulisses du lobby vélo? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire, ce que vous voulez rajouter, que vous voulez éventuellement modifier? Florence, je te propose de commencer si tu le souhaites. Alors moi, j'aimerais qu'on continue à se battre pour que le vélo ait tous les avantages de la voiture et des transports en commun. Donc il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles on peut avancer, notamment sur la fiscalité, on n'y pense jamais assez. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour avancer dans ce sens-là. Et puis, pour que le vélo avance, il faut qu'on ait le plus de politique à vélo. Je l'ai dit au début, je vais le dire à la fin. Alors, j'espère qu'un jour, on aura un président qui fait du vélo ailleurs qu'à Copenhague, qu'on aura des députés ou des candidats aux législatifs qui font campagne à vélo partout, y compris dans le rural, et qui comprendront du coup tout l'intérêt du vélo, notamment quand on sort d'une zone, d'un pic de pollution qu'on vient de vivre à Paris, ou rien que faire du vélo pendant 5 minutes, ça pique le nez. Je pense que voilà, c'est urgent et faut qu'on se continue tous à se battre pour qu'il y ait plus de vélos. Cool. Merci Florence. Thibaut? Oui, complètement, mais il y a un gros travail encore à faire. Vraiment, on en est loin d'avoir un système vélo en France qui soit performant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, donc on va se démultiplier pour le faire à l'affût. On a besoin de plein de gens motivés dans nos associations locales. Donc, à toutes les personnes qui sont là, à vos amis ou autres, vous avez sûrement une association pas loin de chez vous, ou alors si elle n'est pas encore existante, c'est à vous de la monter et la FUB sera là pour vous accompagner. Vous ne faites pas de soucis là-dessus. Après, moi, j'avais un dernier point. Enfin, il y a une chose, c'est que aussi sur ce quinquennat, je pense que nous, on va avoir un vrai travail à aller chercher au-delà des seules sphères de la mobilité des soutiens. Donc, c'est bien de parler vélo entre gens qui connaissent le vélo. C'est bien de parler vélo avec des gens qui connaissent la mobilité, qui sont conscients des enjeux. Mais après, il y a plein de thématiques complémentaires. Et c'était aussi tout l'objectif du livre blanc de les mettre en avant sur les questions de la santé, sur les questions d'inclusion, sur les questions de jeunesse, sur les questions d'exclusion. Enfin, il y a vraiment 1 milliard de choses à faire. La filière économique aussi qui du coup se constitue. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique là-dessus. On en fera partie. Et un dernier point, c'est dans les choses que tu m'avais remontées sur le lobby national. Tu me posais la question sur comment mettre fin à l'image de cycliste égale bobo, qui est vraiment un sujet qui nous revient régulièrement. Alors, le seul conseil que je nous donnerais collectivement, déjà, c'est si on peut arrêter d'utiliser ce terme-là, qui n'a aucune existence sociologique, qui n'a aucune existence politique, et qui donc, à force qu'on utilisait les mots de l'ennemi, entre guillemets, on se tire un peu aussi une balle dans le pied. Donc, on peut rappeler que le vélo, c'est un objet qui n'est pas cher. Donc, de fait, ça s'adresse à tout le monde. Rappeler que la part modale du vélo, elle est un peu supérieure chez les cadres, mais qu'après, c'est les ouvriers ou les chômeurs et les étudiants qui ont la plus forte part modale. Donc, voilà, qu'on arrête un peu de aussi s'auto-flageller et d'utiliser les termes de l'ennemi. Et puis visibiliser fortement par des campagnes, par nos pratiques, par des médias comme le tien, des pratiques différentes du vélo qui ne sont pas des pratiques nulles ou pas sympas parce qu'elles ne sont pas sur un vieux motobécane, mais des pratiques plus urbaines, des pratiques qui se font dans des quartiers prioritaires, des pratiques aussi entre le sport, le loisir et le quotidien. Enfin, il y a vraiment enjeu à avancer sur le sujet et je vous conseille un livre là-dessus, sur les bobos. Les bobos n'existent pas, de Jean-Yves Autier, qui vous donnera tout un répertoire aussi derrière pour essayer de démonter ce malheureux mot qui fait beaucoup de mal au débat public.
Merci Thibaut. J'avais promis pas plus d'1 heure, donc on arrive tout juste à 1 heure. J'ai une dernière question à poser à ceux qui sont dans le chat. Est-ce que vous pouvez noter cet atelier de 1 à 5? 1, c'est que cet atelier vous a servi à rien. 5, il vous a été vachement utile. Et ça m'aidera pour améliorer les prochains et avoir du retour, du feedback, c'est toujours utile. Merci Florence, merci Thibaut. C'est hyper intéressant. Vous avez joué le jeu et vous avez été complètement authentique et transparent. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci Léry, merci à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir.